Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous proposer une revue de presse un peu spéciale autour de Caroline Galacteros de Géopragma. Alors, pourquoi une revue de presse un peu spéciale? Parce que ce serait une revue de presse autour de notre devenir à nous occidentaux. Car nous allons au gouffre si nous ne changeons pas de logiciel. C'est vraiment pour nos nations, quelque chose d'absolument indispensable. Alors que, vous allez le voir encore tout à l'heure, nos dirigeants européens font n'importe quoi. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue ce samedi à Kiev en signe de soutien à l'Ukraine, juste avant la publication d'un rapport évaluant les progrès du pays pour rejoindre l'Union européenne. Celui-ci jouera un rôle essentiel pour entamer les négociations d'adhésion formelles avec Kiev le mois prochain. You have helped your compatriots to seek shelter in the European Union and come back home again. You got the grain and the vital products out of Ukraine and into the world. You keep the lifeline running. And it is outstanding. I can witness it because it is the 6th time that I've come to Kyiv by train. And I must say, this train is a legend. Lors de la cérémonie, les employés de la Compagnie nationale des chemins de fer ont reçu des récompenses pour avoir évacué les civils et accueilli les diplomates du monde entier venus en Ukraine. L'Autriche envisagerait de contourner l'arrêt programmé des transits de gaz russe par l'Ukraine afin de garantir ses approvisionnements futurs. Vienne commanderait elle-même le gaz russe et le transporterait via le gazoduc ukrainien. Selon l'autorité autrichienne de régulation de l'énergie, cela se fera indépendamment de la fin du contrat d'approvisionnement avec la société ukrainienne Naftogaz. Die physische Leitung ist ja nach wie vor verfügbar. Das heißt also, Gas kann ja fließen, nur mit anderen Vertragspartnern. Das heißt also, wenn hier jetzt ein europäischer Marktteilnehmer hergeht und sagt, okay, ich würde gern die Leitung buchen, um hier Gas zu transportieren, dann besteht keine direkte Vertragsbeziehung zwischen Naftogaz und Gazprom. Somit also wird das erfüllt. Naftogaz a refusé d'être interviewé, mais a déclaré à Euronews qu'il n'avait pas l'intention ou l'initiative de prolonger le contrat d'approvisionnement existant à partir de 2025. Il n'est pas certain que l'Autriche puisse utiliser seul le gazoduc ukrainien à partir de cette date. L'UE a critiqué à plusieurs reprises la République alpine pour sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement énergétique en provenance de Moscou. Das russische Gas aus dem Osten zu ersetzen, will Österreich zukünftig Gas aus dem Westen importieren. Doch dafür sind Bauarbeiten an der Pipeline Richtung Deutschland notwendig. Doch diese haben noch nicht mal begonnen und werden frühestens 2027 abgeschlossen sein, also 2 Jahre zu spät. Wegen diesen Versäumnissen ist Österreich wohl weiterhin von Russland und der Ukraine abhängig. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. Nous devons clairement comprendre qui est réellement derrière la tragédie des peuples du Moyen-Orient et d'autres régions du monde, qui organise ce chaos meurtrier et qui en profite. Aujourd'hui, dit-il, à mon avis, cela est devenu évident et clair pour tout le monde. Les élites dirigeantes américaines actuelles et leurs satellites sont les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale. Caroline Galacteros, on aurait pu imaginer que la Russie soit, comme au départ, soit un petit peu plus neutre, soit pourquoi pas joue plutôt du côté israélien. Là, clairement, c'est les Américains qui sont visés dans cette allocution. Oui, alors c'est parce que le risque d'embrasement monte, parce que l'Amérique est en train de faire arriver dans les eaux de la région une flotte considérable, et d'ailleurs des pays de l'OTAN se joignent à ces déploiements. Donc il y a un risque quand même assez fort d'embrasement, et donc je pense que pour la Russie, qui depuis le début a rappelé un certain nombre de principes, ce dont d'ailleurs Israël lui tient vraiment rigueur. On a entendu le chef du Likoud expliquer qu'il se vengerait de la Russie une fois que la guerre serait gagnée.
Eh bien, pour la Russie, il s'agit maintenant effectivement de pointer un peu plus les responsabilités pour pouvoir appeler, à mon avis, à la limitation de ces débordements qui sont. On est vraiment là sur le bord du volcan. On voit que le Hezbollah, pour l'instant, attaque certes Israël, mais encore de manière très limitée. Les Houthis font la même chose. Il y a un certain nombre de frappes qui ont lieu en Syrie contre des bases américaines, avec des frappes israéliennes en retour. Enfin bref, il y a un certain nombre de petits foyers, si vous voulez, autour de la Palestine elle-même et de Gaza elle-même, qui, à mon avis, inquiètent la Russie, comme d'ailleurs la Chine et comme les BRICS précisément. Pour aborder le sujet des bases américaines au Moyen-Orient, 8 bases américaines qui sont réparties en Jordanie, en Irak, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Oman, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et à Bahreïn. Donc un dispositif quand même qui est conséquent, avec plusieurs milliers d'hommes et des moyens. Donc ces moyens, dernièrement, ont été renforcés par un pont aérien qui est assez inusité depuis, on va dire, la deuxième guerre d'Irak. Il y a 53 avions de transport de type Globemaster et 7 gros avions Super Galaxy qui ont fait des transits vers ces bases américaines de manière à les renforcer avec des effectifs et avec des moyens, essentiellement des moyens aériens, notamment des escadrons de F-16. Sur le plan naval et aéronaval, les Américains ont déplacé 2 groupes aéronavals dans la zone de la Méditerranée, un premier avec le porte-avions Ford et ensuite un deuxième avec le porte-avions Eisenhower. Et ils ont complété ce groupe aéronaval avec une force amphibie à base de Marines qui leur donne une capacité d'action à la terre. Donc ils ont une capacité de projection de force avec les avions du groupe aéronaval, mais également avec les missiles qui sont portés par les bâtiments d'escorte de ces porte-avions, des 2 porte-avions. Donc on est sur une montée en puissance du dispositif américain terrestre, implanté sur ces 8 bases dont je viens de parler. Le but est de dissuader les potentialité de régionalisation du conflit. On dépasse un conflit civilisationnel puisque on voit bien que les BRICS allient des musulmans, des orthodoxes avec la Russie, les Chinois, etc. Donc, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui dans un conflit civilisationnel? Si oui, quelle civilisation? Parce que là, on voit que c'est quand même très mélangé tout ça. Ou est-ce qu'on on est au-delà de ça? Non, alors pour moi, moi, je ne crois absolument pas au clash des civilisations tel qu'il avait été finalement lancé dans le débat international sur la gouvernance mondiale par les Américains. Il n'y a pas de clash de civilisation. Vous venez de le dire. Au contraire, il y a des lignes tout à fait différentes entre des religions, c'est pas du tout ça le problème. Parce que je le rappelle pour nos auditeurs, là aujourd'hui les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais ont déjà donc annoncé leur adhésion l'Arabie Saoudite, l'Iran. Donc la question n'est pas là. La question c'est la forme de la gouvernance mondiale, l'évolution des lignes de force du monde et des intérêts extrêmement prosaïques qui sont toujours recouverts de grilles d'interprétation faciles et généralement sommaires, enfin très pauvres, très indigentes, très manichéennes. Donc c'est très facile. Alors on a la civilisation et bientôt évidemment on nous expliquera que c'est la civilisation de la lumière, la civilisation de la liberté, la civilisation de la démocratie, civilisation de je ne sais quoi. En mêlant d'ailleurs les chrétiens à tout ça, versus le mal, comment dirais-je, la barbarie. La barbarie, voilà. Bon. Donc c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est comment évoluent les rapports de force du monde, qui arrive à maintenir son hégémonie. Or, l'hégémonie occidentale, elle est clairement en faillite et on n'arrive absolument pas à le supporter. Et à mon avis, ce qui se passe au Moyen-Orient est utilisé, vécu, instrumentalisé par les Occidentaux, par les Américains, mais tous ceux qui les suivent, dont nous, pour espérer comment dirais-je, récupérer ce monde arabe qu'on était en train, soi-disant, ou qu'on croyait, soi-disant, être en train de
de lier avec Israël. Avec l'accord d'Abraham. Voilà, pour récupérer les pays arabes, alors que précisément, il y a un mouvement tout à fait inverse, si vous voulez, des peuples contre les États. Nous, en Occident, enfin moi je vois les choses comme ça, oui. Il y a une déconnexion de plus en plus forte entre nos peuples et nos États, à mon avis, de plus en plus forte. Et nos élites, le mondialisme, etc., et les peuples. Donc, ça se voit par la faillite de la souveraineté, le renoncement à la souveraineté, notamment en Europe. Et il y a une autre partie du monde, qui est celle des BRICS, mais pas seulement, ça va très au-delà, qui, elle, est dans un renouveau de la souveraineté, dans le fait d'assumer la souveraineté et dans le fait d'essayer de chercher précisément une connexion ou une cohérence entre des États et des intérêts de population. Alors on me dira, il y a des dictatures, il y a des pays, il y a là-dedans des régimes autoritaires, etc. Oui. Peut-être. Ah oui, c'est ça. On peut peut-être faire une nuance ici et dire souveraineté, mais peut-être pas souveraineté populaire. C'est-à-dire que les États gardent leur liberté d'action, d'agir. Exactement, le contrôle de ce qu'ils font et de ce qu'on leur fait faire, et quand on veut leur faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, eh bien ça ne se passe pas comme ça. Donc moi je pense que c'est ça une des grandes lignes de séparation. Donc c'est pas le clash des civilisations, ça c'est commode, c'est pratique, c'est beau, c'est plein de souffle, c'est tout ce qu'on veut, mais ça n'explique pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y avait une manœuvre diplomatique de grande ampleur qui était en train de trouver son issue, qui était donc le rapprochement entre Israël dans la suite des accords d'Abraham et enfin l'Arabie saoudite, alors que celle-ci a d'autres intérêts aussi. Quand Yalta a lieu et que le partage se fait, qu'il se dit moi je veux pas qu'on partage le monde entre l'Amérique et les États-Unis. Le modèle c'est pas l'Union soviétique, c'est pas non plus les États-Unis. L'Union soviétique c'est bien, ils ont le souci du social, mais c'est une dictature, il n'y a pas de liberté. Les États-Unis c'est bien, ils ont le souci de la liberté, mais il y a des pauvres et il y a l'exploitation. Il dit mais moi je veux pas ça. Je veux pas le goulag et je veux pas la misère que génère le capitalisme. Il faut une troisième voie. Soyons souverains, soyons souverainistes. Et il se dit, la guerre nucléaire, on se dit, il va se passer quoi là? L'Allemagne nazie a été libérée, libérée du nazisme, Berchtesgaden est détruite, le nazisme c'est fini, Nuremberg, etc. Mais d'un seul coup, ça reprend. En disant guerre nucléaire, les États-Unis, l'Union soviétique, et il dit, il nous faut une bombe atomique. La bombe atomique, c'est quoi? C'est le souverainisme. C'est de dire, on est à égalité. Peut-être qu'on est tout petit, peut-être que vous êtes très grand, mais il n'empêche que le jour où vous diriez on appuie sur le bouton atomique, nous pourrions nous aussi appuyer sur le bouton atomique. Regardez ce qui se passe même aujourd'hui dans le conflit tel qu'il est. Aujourd'hui, on est en train de proposer à l'Égypte, qui est dans une situation économique dramatique, de lui effacer un morceau de sa dette, un gros morceau probablement, contre le fait qu'elle accepte finalement de résoudre le problème d'Israël, qui est de faire partir la population palestinienne de Gaza. Général Pinatel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Il faut que vous compreniez bien, c'est que l'attaque du Hamas et la barbarie qui a été faite le 7 octobre, où on a eu des images et où beaucoup de journalistes ont pu voir, si vous voulez, les massacres d'enfants décapités, de femmes qui ont été démembrées, etc., ont profondément choqué le monde entier. Et il est clair que pour nous, si vous voulez, le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Le Hamas est une organisation terroriste qui se fiche complètement du problème de l'État palestinien, du devenir des Palestiniens. Il se sert d'eux comme Daesh, d'ailleurs, en Irak, se servait des Irakiens pour atteindre ses objectifs, qui étaient des objectifs à la fois politiques et religieux. Vous parlez de massacre, vous parlez de droit à la défense côté israélien, mais il y a aussi des droits palestiniens qui ont été bafoués. Il y a le droit international qui a été bafoué pendant des décennies avec toute la colonie. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais si vous voulez, quels que soient les objectifs que l'on peut atteindre, si vous voulez, ne justifient pas certaines méthodes.
Voilà. Écoutez, les réserves de gaz au large de Gaza permettraient aux Palestiniens d'être autonomes énergétiquement. Alors voilà, ça on peut rentrer là-dedans parce que nous on a posé la question, parce qu'en effet on a posé la question au professeur Furfari qui nous disait qu'il n'y avait pas vraiment de gaz au large de Gaza. Pourtant ça a été, je crois, révélé au grand jour. Hein. Il y avait un article d'ailleurs qui révélait justement qu'il y avait cette découverte qui avait été faite. Donc ce gaz, expliquez-nous comment ça fonctionnerait, qui pourrait être intéressé, etc. Si les Palestiniens, d'une manière ou d'une autre, pouvaient avoir une véritable liberté d'abord d'exploitation de leur zone économique spéciale, si vous voulez, mais comme c'est pas un État, il y a aucune solution, soit à Gaza, en Cisjordanie. Bon. Donc, il pourrait y avoir une autonomie. Si vous voulez, le problème de la bande de Gaza, c'est effectivement que c'est une prison à ciel ouvert, évidemment. Qui peut le contester? Donc, il y a tout le problème de la viabilité d'un État palestinien n'est pas seulement celle de sa viabilité politique. Il faut une viabilité économique. Or, de fait, il n'y a aucune viabilité économique de Gaza. Gaza, comme d'ailleurs la Cisjordanie, tout est contrôlé, surcontrôlé et donc à la merci de la volonté de l'État d'Israël. En général, des conflits. Eh bien, moi, je pense que l'Occident sait très bien ce qu'il fait. Il s'empare de ce qui relève de la propagande, il définit qui est le méchant, mais ce faisant, il ne défend que ses intérêts les plus étroits. Quand les États-Unis décident d'envahir l'Irak, lorsque, je ne sais plus quel est ce haut fonctionnaire qui arrive à Washington et il voit avant même le 11 septembre, le plan de remodelage du Moyen-Orient, hein, passant par la guerre contre l'Irak et le renversement de Saddam Hussein pour maîtriser cette zone à son profit. C'est une zone extraordinairement importante du fait de la ressource énergétique. Donc, la vision idéologique, elle n'est que là pour la propagande. Elle n'est là que pour la propagande, me semble-t-il. Et effectivement, elle peut atteindre les masses en leur disant, c'est ce qui se passe en France d'ailleurs depuis le 7 octobre, c'est ce qui se passe en France, alors que l'enjeu qui a été autour du choix des mots, terrorisme, crimes de guerre, etc., était un enjeu très directement politique. On a voulu imposer le Hamas, ça n'est que du terrorisme, alors qu'en fait, c'était le conflit israélo-palestinien, hein, donc focalisé complètement en refusant de parler des crimes de guerre sur le terrorisme. D'abord, c'était identifier un ennemi, et ensuite faire passer sous la table le peuple palestinien et l'existence d'un conflit qui dure depuis maintenant 100 ans. Parce que après, si on parle d'intérêts économiques, il est évident qu'au Moyen-Orient, ça reste quand même le puits de pétrole mondial, là, de gaz. Donc il y a des intérêts pour des tracés, pour des normes. On n'en a pas fini avec les énergies fossiles. C'est pas parce que nous ici on est en plein délire environnementaliste sur le fait qu'on va pouvoir se passer de pétrole, de gaz et de tout. C'est pas pour demain matin. Hein. Donc pour l'instant, la richesse des États du Golfe, comme d'ailleurs d'autres, je pense à la Russie bien sûr, est un véritable atout de puissance et d'influence colossal. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux De Gaulle, et il y en a un qui est lucide sur l'autre, et il y en a un qui dit à l'autre, tu as des devoirs mon vieux. C'est-à-dire à Charles qui dit à De Gaulle, faut y aller. Il y a Charles qui dit, c'est foutu, on s'en remettra pas, la décadence de la civilisation, etc. Et il y a De Gaulle qui dit, t'es pas là pour ça, il faut, etc. Donc il y a ça. Alors, là, pour répondre à ta première question, il y a une politique de la civilisation très tôt, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà en train de réfléchir
à la barbarie et à la civilisation. Alors c'est un vieux truc, la guerre 14-18, déjà on y a eu droit, même avec des gens comme Bergson, qui nous disaient c'est pas la guerre de la France contre l'Allemagne, c'est la guerre de la barbarie contre la civilisation. La plupart du temps, quand on a des ennemis et des adversaires, c'est les barbares et nous on est les civilisés. Et donc là, il disait ça. Il avait pas tort quand même, parce que en face, il y avait l'extermination des Juifs, 2 millions de Juifs, et de fait, c'est une barbarie, c'en est une. La guerre 14-18, c'était des empires qui s'opposaient, pas des nations, c'était l'empire allemand et l'empire français. Mais vous avez mis de côté cette notion de guerre civilisationnelle. 2 choses à ce sujet. Il y en a d'autres. Par exemple, le chef de la Turquie, Erdogan, qui a parlé, qui a fait un grand discours. Très fort et je dirais très inquiétant en expliquant qu'aujourd'hui il a interpellé l'Occident. L'Occident, voulez-vous continuer comme ça, ce sera la croix contre le croissant. Donc là, c'est lui qui reprend ces emblèmes de guerre religieuse, presque. Mais bien sûr, mais parce que c'est très pratique. Tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. Alors Erdogan, il le fait de manière complètement décomplexée. Il passe sa vie, il est quand même toujours dans l'OTAN. Hein, oui, tout à fait. En ce moment même, il permet, et parce que ça ne peut pas se faire sans l'accord de la Turquie d'une manière générale, à du pétrole azéri d'aller vers Israël. Si vous voulez. Ça, c'est intéressant aussi, oui. Et il y a une capacité à masquer des intérêts prosaïques, des intérêts lourds, des intérêts économiques, sous des considérations idéologique, parce qu'évidemment, à partir du moment où on fait ça, il est certain que la Turquie a aussi, et le régime d'Erdogan, a pour ambition d'être un leader du monde sunnite, du monde arabe sunnite. Donc il doit, comment dirais-je, rappeler ses fondamentaux. Jouer sur ce fondamental-là. Mais ça ne l'empêche pas, pendant ce temps, de chercher à être l'arbitre des élégances en Asie centrale, mais en même temps de garder des bonnes relations avec la Russie. Si vous voulez, voilà, il n'y a plus d'alignement total d'aucun pays, d'ailleurs, sur aucun autre. C'est-à-dire que c'est ça le polyalignement, c'est ça la multipolarité, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a des grands blocs, et essentiellement 2 grands blocs, celui des BRICS qui va grossir au fil du temps, contre notre bloc occidental qui, lui, est en faillite. Il est en faillite morale, il est en faillite idéologique et il est de plus en plus en mauvaise position économique parce qu'il a cru pouvoir balayer d'un revers de main des puissances considérables qui se levaient, qui émergeaient, qui maintenant ont complètement émergé, bien sûr la Chine, mais aussi la Russie, qui depuis un temps a complètement changé, est aujourd'hui en train de faire une démonstration en Ukraine extrêmement humiliante pour l'OTAN, l'Europe, l'Amérique. La guerre contre des civils palestiniens se poursuit et nos émissions se poursuivent sur ce génocide à Gaza. N'ayons pas peur des mots, c'est bien d'un génocide qu'il s'agit, dans toute sa laideur, complètement isolé et victime de désinformation, en plus des bombes qui lui tombent dessus tous les soirs. Gaza résiste, bon gré, mal gré, Gaza résiste. Peut-elle faire autrement? Lui a-t-on offert une autre solution que celle de résister? Elle se sait abandonnée par tous. Ces discours, de beaux discours, ceux qui ont tourné kazakh et tourné le dos à la cause palestinienne, lui préférant à la proximité avec l'entité sioniste et la normalisation de la honte. Même pas besoin de marchander. Pire, certains Émirats proposent honteusement des indemnités pécuniaires aux victimes du Hamas. Tenez-vous bien, l'équivalent de $2000. Que dire du sang versé de ces 2500 martyrs partis, des enfants en particulier partis en martyrs? On a dit au pharaon, qu'est-ce qui t'a rendu aussi despote? Il a répondu, je n'ai trouvé personne pour me repousser ou s'opposer à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour reparler du conflit de civilisation, quelle valeur défend-on quand on tue sous des frappes, alors dites ciblées, mais enfin tout de même,
des milliers de gens, des milliers d'enfants, si vous voulez, l'humanité, elle n'est pas palestinienne, elle n'est pas israélienne, c'est l'humanité. C'est la préoccupation des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, et même des civils et des militaires, d'ailleurs de tous. Ouais. Donc je vois pas très bien quand on parle de conflit des civilisations et de défendre nos valeurs en rasant Gaza. Si vous voulez, pour moi, il y a quand même un hiatus. Petit problème d'honnêteté intellectuelle, ou alors qu'est-ce qu'on appelle nos valeurs. On a eu des témoignages de ces ONG, de scènes terribles, d'amputation d'enfants sans anesthésie, enfin de choses incroyables parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Enfin, l'aide humanitaire arrive, mais au compte-gouttes. Enfin, est-ce que vous avez des liens avec les personnes là-bas de Médecins du Monde et d'autres ONG, et qu'est-ce que sont les témoignages aujourd'hui de la réalité du terrain à Gaza? On a une vingtaine de personnes, des Gazaouis qui travaillent, qui sont des salariés de Médecins du Monde, qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années, qui sont formés à l'urgence, mais qui aujourd'hui sont dépassés comme la plupart des aidants et des humanitaires. La plupart ont perdu beaucoup de membres de leur famille, leur logement, cherchent à bouffer et à boire, et ne peuvent pas se soigner. Certains sont allés dans le sud lorsque cela a été possible et demandé, de la bande de Gaza, mais les bombardements y sont intenses, l'aide n'est pas proportionnée, on y reviendra, et certains nous ont dit, nous, tant qu'à mourir, autant essayer d'aller mourir chez nous, parce qu'on n'a pas d'autre option, notamment dans le nord. Nos soignants qui travaillent dans un hôpital dans le nord de la bande de Gaza, c'est une trentaine d'hôpitaux aujourd'hui, dont la plupart ne sont plus fonctionnels, et je vais y revenir. Ils nous disent quoi? Ils nous disent que les hôpitaux, ils regroupent à la fois des malades. Il faut pas oublier tous les malades, maladies classiques, appendicite, diabète et compagnie, qui aujourd'hui ne peuvent plus être soignés, des blessés, des morts qu'il faut gérer dans des fosses communes, beaucoup de familles qui les accompagnent et beaucoup de civils qui ont perdu leur logement et qui espèrent trouver une forme de sanctuaire dans ces hôpitaux qui malheureusement, la plupart ont été bombardés et à qui on demande d'évacuer. Donc ils font de la médecine de guerre mais de bas étage, nos soignants, parce qu'ils opèrent à même le sol, ils ont plus d'électricité, il y a plus de fuel pour les groupes électrogènes. On a dans n'importe quel hôpital, y compris en France, des groupes électrogènes au cas où le système électrique général ne fonctionne plus, et il ne fonctionne plus à Gaza depuis pratiquement 3 semaines. Ils opèrent à même le sol, ils ont plus d'antalgiques, ils ont plus d'antibiotiques, ils font des amputations sans anesthésie complète, et donc ils sont dans une forme de médecine de guerre de bas étage. Et donc je peux vous le dire, à Gaza aujourd'hui, on meurt en masse sous les bombes, on meurt aussi de manière conséquente de maladies classiques dont on connaît les traitements, mais qu'on ne peut plus soigner parce qu'on n'arrive plus à alimenter les hôpitaux en médicaments, et on meurt dans la douleur sans antalgique, et on va aller avec ce blocus total qui bloque l'entrée médicaments, d'eau, de nourriture et de fuel. Plus ce blocus s'étend dans le temps, plus il est efficace, et donc des mortalités exponentielles pour les plus précaires, les plus fragiles, que sont en général dans les zones de conflit les femmes enceintes, les malades, les vieillards et les enfants en bas âge. Pourquoi la riposte israélienne était annoncée d'avance. Personne ne pouvait ignorer qu'il allait y avoir un déluge de feu. Donc le Hamas a pris la lourde responsabilité d'engager cette riposte israélienne, sachant qu'il n'allait pas y aller par 4 chemins, qu'il n'y aurait pas de quartier. Maintenant, quand on entend les Israéliens, par exemple le président israélien, ce n'est pas le premier venu, qui explique qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, qu'ils sont tous coupables, ils sont tous complices des terroristes, il nous annonce qu'on peut tuer absolument n'importe qui. La preuve que quelqu'un est terroriste, c'est qu'il a été tué par l'armée israélienne. C'est la version. C'est la version de faites pas de la rhétorique à l'envers. Est-ce que je peux en placer une, Madame Degoin? C'est quand même fou, quand même. Si, vous la placez, vous placez très bien. Je voudrais, moi, ouvrir nécessairement, parce que cette séquence, elle nous empêche de penser. Si on s'arrête là, on n'est que dans le crime, la revanche du crime, la revanche sur la revanche du crime, et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux de la haine, de la terreur, de la violence sans limite. Donc il faut bien prendre un petit peu de distance. Et cette distance, elle nous amène à considérer que Israël est le principal responsable. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper la tête à Israël, ça ne veut pas dire qu'il faut en terminer avec le problème israélien, ça veut dire qu'il faut traiter le problème que pose Israël à la racine. Mais est-ce que je peux en placer une, Madame Degoin? Vous n'arrivez pas à vous empêcher de m'interrompre. Mais on fait un débat. Oui, mais moi je vous écoute quand vous parlez. Écoutez-moi quand je parle. Je voulais simplement indiquer, par exemple, que Sharon, en 2005, c'est pas qu'il m'obsède, Sharon, c'est que
il avait le mérite d'une certaine franchise. Sharon, en 2005, déclare lors d'une visite à Paris en tant que Premier ministre, dans une interview au magazine L'Arche, que Israël ne négocie jamais sous la pression des missiles. Très bien, d'autres pays pourraient le dire comme ça. Mais il ajoute, avec un sourire, précise le magazine L'Arche, que s'il n'y a pas la pression des missiles, pourquoi négocier? Eh bien voilà un résumé parfaitement concentré de la pensée stratégique israélienne. On ne négocie pas d'un côté parce qu'on ne veut pas le faire sous la pression, on ne négocie pas de l'autre côté parce que s'il n'y a pas de pression, il n'y a aucune raison de négocier. Aujourd'hui, le Hamas ne représente pas les Palestiniens, il se sert d'eux pour atteindre son objectif, et son objectif, c'est éradiquer tout juif de la terre de Palestine. Et ça, on peut pas l'accepter. C'est l'objectif des Israéliens aussi. Quelle nation civilisée peut l'accepter? Le Hamas représente une partie de la population palestinienne. Il est soutenu par une partie de la population palestinienne. Oui, mais il la maintient par la terreur, Hamas. Vous savez, Daesh, à Raqqa ou à Mossoul, moi je connais bien l'Irak. J'ai été X fois en Irak et à Mossoul. Eh bien, à Mossoul, une fois que Mossoul a été libéré, il y a eu quand même entre 10 000 et 20 000 civils qui ont été tués pendant les 9 mois dans lequel les Irakiens ont repris Mossoul, parce que Daesh se servait d'eux comme objectif. Mais quand vous parliez aux survivants, ils vous disaient « on est content d'être libérés ». On a connu ça aussi en France avec le nazisme. On a eu plus de morts par les Américains à la libération de la France que par les Allemands. Et pourtant, le général s'attaquait à des... Israël poursuivi pour crime de génocide. C'est l'action juridique que tous les soutiens à la population de Gaza attendent avec impatience, tant il est devenu évident que les bombardements massifs contre l'enclave relèvent de la pure et simple entreprise génocidaire. C'est l'avocat Gilles Dever, actif depuis de nombreuses années dans la défense du peuple palestinien, qui a décidé de s'en charger. En collaboration avec des confrères de différents pays à travers le monde, il introduira cette plainte le 9 novembre prochain devant la Cour pénale internationale. C'est un discours particulièrement attendu, celui du chef du Hezbollah libanais qui prenait la parole pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Oui, Hassan Nasrallah n'a finalement pas fait de déclaration fracassante. Il a salué l'attaque du Hamas du 7 octobre, n'a pas écarté de guerre totale. Sébastien Le Belzic, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région. On pouvait craindre une déclaration de guerre à Israël, mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, un discours fleuve d'1h30, habilement mis en scène devant une foule massée au sud de Beyrouth. Il a d'abord longtemps justifié l'attaque du Hamas sur Israël, mais il a nié que le Hezbollah et l'Iran aient préparé avec le Hamas cette opération. Une précision très importante, car Israël, vous le savez, accuse l'Iran d'être derrière cette attaque, une opération 100% palestinienne, c'est ce qu'il a dit. Hassan Nasrallah, lui, a imputé la responsabilité de cette attaque du 7 octobre aux États-Unis, et c'est Washington qui a eu droit à ses diatribes les plus virulentes. Contrairement effectivement à ce que craignaient certains, il n'a pas vraiment déclaré la guerre à Israël. Il n'a pas dessiné de ligne rouge à ne pas franchir, mais il a mis en garde contre toute extension du conflit sur le sol libanais. C'était un peu le minimum syndical, ce discours, le Hezbollah n'obéissant qu'à Téhéran et ne semble donc pas prêt à s'engager directement aux côtés des terroristes palestiniens, à qui il donne quand même des conseils, comme par exemple en demandant au Hamas de garder les otages et de ne pas négocier. Je crois que tout le monde est contre l'extrémisme et contre cet extrémisme surtout confessionnel et islamiste qui est en train de faire régner une terreur dans tout le monde, que ça soit probablement le Hamas à Gaza, que ça soit le Hezbollah au Liban, que ça soit Daesh en Irak ou en Syrie, ou que ça soit toutes les organisations terroristes et surtout islamistes, extrémistes, sont un danger pour la paix, la stabilité, les démocraties, la liberté dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde arabe, plus que tout autre monde, est à la recherche d'une certaine stabilité, d'une certaine paix, d'une certaine démocratie et liberté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui disent « Nous ne voulons pas de guerre au Liban, nous ne voulons pas être entraînés dans la guerre. » Ok, nous ne voulons pas être entraînés dans la guerre, il faut continuer la phrase. Il faut dire « Nous ne voulons pas être entraînés dans la guerre, nous ne voulons pas que le Hezbollah nous entraîne dans la guerre. Oui. » Parce que aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui est en train de nous entraîner dans une guerre qui, nous savons très bien où elle va commencer, mais nous ne savons pas du tout comment elle va se terminer. À votre avis,
Et comment ça se passe? Vous avez été colonel de renseignement. Comment ça se passe? Voilà, le renseignement a une information, comme le renseignement israélien a une information sur le Hamas. Comment ça se passe après? Est-ce que cette information arrive chez le politique? Est-ce que c'est le politique qui donne ordre ou pas d'avoir une priorité sur ce renseignement? Comment ça se passe exactement? Oui, alors là, il faut comprendre un peu les choses aussi. J'entends un peu tout et au contraire, là, j'entendais encore une émission récemment sur une de vos chaînes d'ailleurs préférées, où on parlait justement de la faillite du renseignement et puis que déjà en 2016, Monsieur Lieberman avait écrit un rapport indiquant tout ça. Alors, j'entends, oui, pour des journalistes, ça peut fonctionner comme ça, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez, quand vous écrivez un rapport en 2016 en disant qu'il pourrait y avoir une attaque du Hamas, en termes de renseignement, ça n'a strictement aucun effet, aucun impact. Ça ne sert à rien. C'est comme quand on parlait du 11 septembre et puis que j'avais un de mes collègues français qui disait, oui, la DGSE avait averti les Américains du 11 septembre. Non, ils avaient dit qu'ils avaient entendu qu'il pourrait y avoir un attentat contre les deux tours du World Trade Center. Mais ça, c'est pas un renseignement. Ça, c'est de l'information. Vous pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Interdire tous les avions de voler? J'entends. Il y a aucune manière pour agir. C'est d'où d'ailleurs les Américains ont, ce qui n'existe pas en français, mais aux États-Unis, on parle de actionable intelligence, c'est-à-dire un renseignement sur la base duquel on peut faire quelque chose, sur lequel on peut agir. Ça sert à rien d'avoir une information qui vous dit oui, moi je peux aussi vous dire qu'il y aura très certainement un attentat l'année prochaine en France. Je peux vous le dire, mais ça vous avance en rien du tout, vous comprenez? C'est pas du renseignement, ça c'est rien du tout. Mais alors, moi, je ne sais pas, si vous voulez, il y a tellement de choses qui se disent, c'est quand même très difficile d'être sûr de ce qu'on raconte sur qui a fait quoi, qui a laissé faire quoi, qui n'a pas vu, est-ce qu'on n'a vraiment pas vu? Alors, qui n'a pas vu? Ce qui est sûr, c'est que les alertes avaient été envoyées au gouvernement Netanyahou et que finalement, elles n'ont pas été entendues. Ça, c'est avéré. Oui, mais ça n'est pas toute l'explication. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de la part probablement d'Israël, des services israéliens, notamment militaires, et aussi du pouvoir, il y avait une certaine illusion que l'on contrôlait la situation. Quand on apprend que les radios du Hamas n'étaient plus écoutées depuis 1 an parce qu'on considérait que ça servait à rien, si vous voulez, il y a une sous-estimation, à mon avis, de l'importance de la menace Hamas. Pourquoi? Parce que pendant des années, il y a eu j'allais dire pas une complaisance, mais une convergence tactique entre Netanyahou, son régime, son parti, etc., et le Hamas qui servait, comme chacun sait, à faire oublier l'idée de 2 États, faire oublier le Fatah, faire oublier l'autorité palestinienne, et finalement c'était un ennemi assez utile. Voilà. Donc, il y a aussi probablement dans le désastre du 7 octobre, quand même, qui est une faillite terrible pour Israël, qui est non seulement une horreur, une monstruosité dans les modes d'action employés, etc., tout, évidemment, mais qui est aussi une faillite quand même du renseignement et même militaire d'Israël. Il y a là une partie aussi de l'explication. Après, pourquoi est-ce que cette attaque a été si épouvantable, monstrueuse? Peut-être peut-on se dire que c'était effectivement pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire, bien ordonnée, de ces actions autour des accords d'Abraham qui avaient été mises à mal par le rapprochement, parce que ça aussi c'est très important, on l'oublie toujours, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui a choqué évidemment Israël, qui a choqué les États-Unis et qui a fait qu'ils se sont remis à la tâche
pour récupérer l'Arabie Saoudite dans le giron, entre guillemets, d'Abraham. Bon. Donc, il y a eu ça, et il y a eu surtout, à mon avis, probablement le déclenchement donc, de cette horreur-là, du 7 octobre, pour sidérer, pour terroriser, pour humilier et pour provoquer une réaction forcément disproportionnée. Parce que comment répondre à cette attaque du 7 octobre militairement pour Israël sans forcément s'exposer à d'énormes pertes civiles palestiniennes, d'innocents palestiniens. C'est affreux. Voilà. Est-ce que ça va être efficace militairement du point de vue israélien? C'est un autre sujet qui n'est pas du tout, rien n'est assuré. Rien n'est assuré de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'aléas. Bonjour à tous. Yorana et Tatou, qui veut dire en tahitien bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs. Toujours plus d'argent, toujours plus d'emprunts, des plafonds toujours plus hauts. Pour quel résultat? Le constat est sans appel. La Commission européenne a épuisé en 3 ans des fonds initialement prévus pour 7 ans. Oui, le contexte mondial suite à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine n'est pas favorable. Cependant, nous n'avons pas dilapider nos fonds auprès de pays tiers. Aujourd'hui, nous évoquons une révision de 31 milliards d'euros. À cela, il faudra ajouter quelques 69 milliards d'euros hors du cadre financier pluriannuel. Madame von der Leyen tente visiblement de rattraper une gestion budgétaire européenne plutôt questionnable. Cette manipulation des citoyens de l'Union européenne ne peut pas durer. La Commission a le devoir de se préoccuper des crises qu'ils traversent. L'inflation principalement, mais aussi la précarité de l'emploi. Voilà pourquoi il serait judicieux d'abandonner la folie des grandeurs qui se jouent actuellement. L'Union européenne n'est pas une ONG. Le peuple européen a besoin de nous. La rétribution versée doit avant tout profiter aux Européens. L'Union européenne doit faire des économies dans son budget et certaines de ses dépenses. Merci. Lui, il dit c'est bon pour la France dans 100 ans, c'est bon pour la France dans 1000 ans, alors c'est bon. C'est pas bon, bah alors c'est pas bon. Oui, mais c'est peut-être bon pour la France dans 100 ans, mais c'est pas bon pour les résultats aux élections, c'est pas grave. L'important, ce sont pas les élections, c'est la France. Donc, politique de civilisation, politique de la France, politique de la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qui fait la grandeur du général. C'est le mot oni, et la chose oni aujourd'hui, la souveraineté. Je dis, c'est l'essence du gaullisme dans ce dans votre être texte. Souverain, c'est décider. C'est quand même bizarre. C'est le contraire de souverain, c'est vassal, c'est-à-dire c'est soumis. Tous ces gens comme BHL qui nous disent le souverainisme, cette saloperie, c'est une citation. Sauf en Israël, du reste. Hein, mais... Oui. Ou en Ukraine. Il a bien raison de vouloir qu'Israël soit souveraine, il a bien raison de vouloir que l'Ukraine soit souveraine, mais il a bien tort de vouloir que la France ne le soit pas, ne le soit plus. C'est un peu bizarre tout ça. Mais donc le souverainisme, c'est le fil conducteur du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps chez lui qui est militaire, qui est géostratège, il a fait la Première Guerre mondiale, il n'a pas aimé cette Première Guerre mondiale. Et pour quelle raison? Parce qu'il dit, mais la France perdrait sa souveraineté, parce que la France est un pays de race blanche, de tradition judéo-chrétienne et gréco-romaine, et etc. Donc on connaît le truc aussi, il dit, c'est pas une tradition arabo-musulmane, le fameux Colombey, les 2 églises devenant le Colombey, les 2 mosquées, il dit non, je ne le souhaite pas pour la France, ce serait la fin de la France. Et moi, je suis pas là pour acter la fin de la France, je suis là pour que la France dure. Alors Mélenchon, il dit oui, mais enfin, si cette France-là doit mourir au profit d'une autre qui serait arabo-musulmane, la France, c'est ça aussi, quoi. Mais le général de Gaulle, il dit non, parce que c'est pas la même civilisation, c'est pas la même culture. Et de fait, il vaut mieux une civilisation dans laquelle les femmes puissent porter des mini-jupes, boire de l'alcool et fumer, à avoir un permis de conduire pour conduire une voiture et pouvoir travailler, avoir un compte en banque et pouvoir divorcer, décider d'avoir des enfants ou pas des enfants. Je reprends tout ça à dessein parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était acquis. Plutôt que de se retrouver dans un endroit où le frère, le père, le cousin, l'oncle va dire tu vas porter un voile et tu seras vierge quand on t'épousera, tu feras des enfants autant qu'on t'en demandera, et puis tu vas pas faire d'études, tu ne vas pas te déplacer, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas avoir de compte en banque, etc., etc. C'est pas la même civilisation. Donc une civilisation dans laquelle il y a la tolérance, la démocratie, c'est pas la civilisation dans laquelle on dit t'es pas d'accord avec moi, je te coupe la tête. Donc je dois dire qu'il y a un moment donné où la politique de civilisation, quand elle apparaît enfin vraiment, là on se dit bah il n'avait pas complètement tort.
Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous.